Fait qu'aujourd'hui, ils ont un enjeu à dire, ben j'ai un taux d'inoccupation élevé, mais en même temps, il faut que j'investisse. Fait que c'est une période difficile pour eux, mais c'est un incontournable. S'ils n'investissent pas, à un moment donné, ils vont sortir du marché, puis les gros locataires ne seront pas intéressés d'avoir des bureaux dans une entreprise où il n'y a pas de vision de décarbonation. Bonjour, ici Mélissa Jacob, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Hudon, président-directeur général de Aconovia, et ce, afin de discuter, d'éclaircir le critère ESG. Donc, bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mélissa, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, là, on va discuter du ESG, puis afin de démystifier tout ce qui englobe le ESG. C'est un acronyme qui est d'actualité présentement, mais quand on discute avec les gens, ça semble pas clair pour les gens. Oui, effectivement, puis de connaître un peu les impacts sur leur organisation, sur leur façon de construire ou de gérer des parcs immobiliers, effectivement, ça a beaucoup d'impact. Donc, Aconovia, est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites? Bien, Aconovia, dans le fond, j'ai démarré la firme en 2014. On est des spécialistes en efficacité énergétique et en décarbonation. Fait autant on travaille avec des entreprises de la construction, des gestionnaires, des promoteurs immobiliers, autant des gestionnaires de parcs immobiliers industriels, institutionnels, commerciaux. Fait on les accompagne vraiment dans leur plan de décarbonation pour justement respecter un peu plus le E des politiques ESG. Puis, est-ce que vous faites face aussi au S puis au G? Bien, on n'accompagne pas les entreprises, mais c'est comme un peu un tout, là. C'est difficile de séparer. Fait que on se fait beaucoup de poser justement de questions. C'est quoi l'enjeu, global pour leur opération? Puis effectivement, on touche quand même le volet social. On explique, mais on n'offre pas de service professionnel. Là. C'est beaucoup plus, je te dirais, par passion que je le fais que au point de vue entreprise. Que tu connais bien ça, non? Effectivement. Comment tu définirais le concept de ESG et quelles sont les implications pour les entreprises ainsi que les développeurs? Bien, aujourd'hui, les politiques ESG, les entreprises me disent « Ah, je suis en retard, je suis en avance dans un premier temps. » Puis ça dépend beaucoup, de type d'affaires avec qui on travaille. Puis on travaille avec des grosses organisations, que ce soit, mettons, dans le secteur de l'aéronautique, même les gros groupes alimentaires, bien, surtout les entreprises qui sont à la bourse, bien, ils ont besoin d'avoir des politiques ESG. Fait qu'à ce moment-là, souvent, bien, il y a des critères qui forcent leurs fournisseurs de services ou même leurs propriétaires de bâtiments à avoir certaines cibles, comme des plans de décarbonation, certaines certifications ou autres. Fait qu'aujourd'hui, au niveau de la politique ESG, ben c'est ça. C'est en réalité souvent on est un petit peu forcé par l'externe pour le faire et même au niveau financier. Question pour toi. On entend souvent là, immeuble, bâtiment ESG. Est-ce que c'est vraiment le bâtiment ou l'immeuble qui est ESG? Bien, très bonne question. Souvent, on mélange un peu les deux parce qu'on est habitué aux certifications LEED ou c'est le bâtiment qui est certifié. Mais non, en réalité, il n'y a pas de certification ESG. C'est une politique. Dans le fond, c'est un cadre que les entreprises se donnent de saine gestion. Fait qu'en réalité, c'est les entreprises qui opèrent les bâtiments, c'est les entreprises qui construisent les bâtiments qui ont une politique ESG. Et souvent, à l'interne, ben, il y a certaines actions qui doivent être mises, comme justement avoir des bâtiments certifiés ou avoir des plans de décarbonation ou atteindre la carboneutralité du parc immobilier. Effectivement. Comment la construction par des entreprises, justement, visant le ESG, diffère-t-elle de la construction traditionnelle? Bien, au point de vue chantier, il peut y avoir certaines différences, mais les politiques ESG, avant tout, c'est de l'amélioration continue au point de vue de notre impact social, environnemental et de notre gouvernance. Fait qu'au niveau des chantiers, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup plus, c'est des entreprises qui vont regarder, surtout au niveau de la construction, à réduire leur impact carbone. Fait qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup comment on peut réduire notre impact carbone, on va dire opérationnel, dans le fond, leur consommation de gaz naturel qu'on a dans le bâtiment. On va essayer de le réduire le plus possible pour émettre le moins de GES possible. Fait que souvent, c'est ça qui est regardé et surtout dans le secteur des bâtiments de logistique, les entrepôts, bien, on va regarder souvent des certifications comme la certification carbone zéro du Conseil du bâtiment durable qui permet souvent de cadrer dans des politiques ESG. Mais il n'y a pas, pour des travailleurs chantiers, il n'y a pas tant d'impact. Aussi, ce qu'on s'attend à voir, c'est pour des gros entrepreneurs,
à terme, ils vont demander aussi à leurs sous-traitants d'avoir des politiques ESG. C'est un peu comme une tour de Ponzi où on force, dans le fond, nos collaborateurs à avoir aussi leur propre politique ESG et, dans le fond, c'est ainsi de suite. Est-ce que tu as des exemples concrets? Je sais que tu as travaillé avec plusieurs entreprises. Est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Bien, aujourd'hui, il y a Pomerleau qui ont une politique ESG, Montoni ont une politique ESG qui ont dévoilé, je pense, ça fait déjà un peu moins d'un an. Longer aussi en Estrie, qui a même été chercher la certification B Corp, qui justement là est une certification qui encadre un peu les politiques ESG là, des organisations. Il y a Rose Fellow aussi qui l'a sorti aussi au Sommet de l'immobilier. OK, celle-là, Oui, nouvelle. Bien, je dirais qu'il y a énormément de pression pour les entrepreneurs qui travaillent dans les bâtiments de chaîne logistique parce que justement, c'est des entreprises qui travaillent souvent avec des Amazon, des grandes entreprises cotées en bourse et eux l'obligent. Et même là, ils travaillent aussi avec des grands fonds financiers qu'eux aussi obligent d'avoir des politiques ESG. Les REIT. Oui, exactement. OK. Quelles sont les principales caractéristiques d'un bâtiment à critères ESG et quels sont les avantages pour les propriétaires occupants et les investisseurs d'acquérir ce type de bâtiment? Bien, au point de vue, dans le fond, des entrepreneurs ou autres, le fait d'avoir une politique ESG au point de vue de l'organisation, bien, souvent, ça permet d'aller chercher des meilleurs taux, d'avoir accès à des capitaux plus facilement. Fait qu'il y a un avantage qu'on peut avoir. Au niveau des propriétaires de parcs immobiliers, bien, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est ceux qui avaient des parcs immobiliers avec certaines certifications, comme on connaît bien LEED et Carbone Zéro aujourd'hui. Fait qu'au-delà du taux préférentiel aujourd'hui qu'ils pourraient aller chercher, bien, souvent, ces bâtiments-là ont une plus grande valeur sur le marché. Je sais qu'il y a un parc immobilier là, dans la région de Toronto qui s'est vendu 28 % au-dessus du marché, étant donné qu'il y avait des certifications. Fait que, tu sais, ça peut être vu comme une dépense initialement, mais à long terme, ça peut être vu comme un investissement rentable. Et au point de vue de la décarbonation de l'industrie, on y échappe pas. Fait que, on a deux choix, soit de pelleter le problème en avant ou soit d'agir aujourd'hui. Et en agissant aujourd'hui, bien, notre parc immobilier va être adapté pour le futur. Je comprends bien. C'est quoi les principaux critères là, utilisés pour évaluer les performances ESG d'une entreprise? Bien, aujourd'hui, c'est encore un peu intangible parce que c'est pas tant matériel. Mais tu sais, encore là, je lisais un article en fin de semaine où il commence à avoir de plus en plus à avoir un cadre pour les entreprises pour mettre même leur impact carbone dans leur état financier. Fait qu'au lieu de juste mettre des dollars, de plus en plus, il va y avoir le bilan carbone des organisations. Fait qu'aujourd'hui, au point de vue de la maturité, comment on déclare, comment ça s'est encadré, je dirais que c'est normal, c'est de l'amélioration continue. C'est pas encore hyper mature, mais de plus en plus, les organisations, surtout comme je disais tout à l'heure, les grandes entreprises cotées en bourse, bien, ils vont devoir l'intégrer. Et de plus en plus, ce que j'entends, c'est que dans les bonus des CEO, des CFO, bien, ils commencent à avoir de plus en plus de bonus liés au ESG. Je sais qu'il y a un CEO à Montréal d'une grande entreprise internationale qui a, dans le fond, dans son bonus, c'est de faire la promotion des politiques ESG au sein de l'économie canadienne. Fait que, tu sais, ça commence à, tu sais, même pour un CFO qui normalement est très rattaché à la valeur monétaire, bien là, dans ses objectifs, il doit réduire le bilan carbone de l'organisation. Fait que, tu sais, ça change des réflexes, puis même là, pour des personnes généralement qui focusaient juste sur un aspect, l'aspect monétaire, bien là, de se faire demander ça, c'est un petit peu différent. Dans le fond, les certifications, comme qu'on connaît, LEED, tu en as nommé aussi un petit peu plus tôt, ça aide à à justement répondre aux critères ESG. Là, quand on pense comme je t'ai dit, LEED ou... Bien, dépendamment des politiques de l'organisation, ça permet de mettre de la crédibilité. Tu sais, dans le fond, de dire, bien, moi, dans mes critères ESG, bien, je vais construire maintenant des bâtiments LEED. Bien, ça met des objectifs, ça met des actions concrètes, puis c'est crédible pour des investisseurs. C'est quoi les principales technologies et pratiques utilisées pour améliorer la performance environnementale des immeubles pendant la construction? Bien, il y a des technologies, mais il y a des moyens aussi, puis dépendamment justement encore là de la vision de la politique ESG, bien, il y en a qui vont regarder
au point de vue des matériaux de construction. On va regarder comment on peut réduire aussi notre bilan carbone de construction. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Ben, au lieu d'utiliser certains matériaux isolants, chimiques, du polyuréthane ou autre, présentement, il y a des matériaux en chanvre. Fait que pour produire le matériau, ben, leur impact carbone est beaucoup plus bas que du polyuréthane ou ce type de matériaux-là. Fait que ça, c'est un des éléments qui est de plus en plus regardé lors de la nouvelle construction avec des analyses de cycle de vie ou même des ajouts dans le ciment ou autre avec ça, moins. Le béton, puis tout ça, Exactement. Des éléments qui sont moins polluants. Au point de vue électromécanique, moi, ce que j'aime aussi, c'est de regarder le bâtiment aussi dans le contexte urbain. Typiquement, des professionnels architectes et ingénieurs, souvent, on pense au bâtiment dans la limite de sa propriété. Mais de plus en plus, ce qu'on voit dans le marché aussi, c'est d'intégrer le bâtiment dans sa communauté et de voir comment qu'on peut l'intégrer, le connecter à un réseau de chaleur, comment qu'on peut se partager le rejet de chaleur ou non. Même là, on regarde un bâtiment ici au centre-ville où on va essayer de le connecter à un centre de données qui rejette de la chaleur à l'année. Puis on va essayer de prendre sa chaleur et chauffer le bâtiment de cette manière-là, avec cette chaleur-là. Fait que comment qu'on peut repenser la construction de bâtiments et de voir au-delà de juste l'empreinte de notre site, mais de voir l'impact dans la collectivité. C'est vraiment de repousser les idées, d'être avant-gardiste un peu, là. Ouais, puis tu sais, même là, mettons, je regarde pour des bâtiments publics, ben même là, des fois, on va se poser la question à savoir, est-ce qu'on a besoin de ce bâtiment-là? Ou tu sais, même pour une entreprise privée, de comment on pourrait améliorer notre façon de travailler pour peut-être avoir moins de superficie de bâtiment, ou même là, mettons, pour une entreprise de centres commerciaux, comment qu'on pourrait soit construire au-dessus ou dans le stationnement pour densifier et ainsi, dans le fond, réduire notre impact carbone en réduisant la quantité de stationnement. On l'a vu, je sais pas si c'est à Miami ou je veux pas m'induire en erreur, mais c'est un Costco, puis juste au-dessus, on a des portes de multirésidentiel, là. Exactement. Puis tu sais, même là, comment qu'on peut, au point de vue communauté, si on est capable de densifier, puis même là, on parle souvent de bâtiment au point de vue d'impact carbone, mais si on peut faciliter le mouvement des citoyens pour pas qu'ils aient besoin de leur voiture, ben ça aussi, ça a un grand bilan carbone. Fait que c'est un peu de repenser notre façon de développer. De plus en plus, on parle de la ville aux 15 minutes. C'est comment, à pied, en distance de 15 minutes, comment tu peux avoir accès à tous les services santé, nourriture, divertissement ou autre, sans avoir besoin de ta voiture. Fait que tu sais, c'est un peu les années 90, c'est comment qu'on peut assurément se déplacer en voiture, le modèle de Laval. Mais aujourd'hui, on est en train de repenser les villes pour l'amener justement autour du citoyen et non autour de la voiture. Effectivement, effectivement. Comment la construction des immeubles qui répondent aux critères ESG peut-il contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique? Donc, le E. Oui, exactement. Quand on parle de décarbonation, encore là, comme je disais tout à l'heure, c'est un marché qui s'accélère en maturité. Il faut commencer à quelque part. Des fois, on s'autoflagelle en disant on n'est pas bon ou autre, mais il faut partir d'un point de départ aujourd'hui, qui est la construction standard. Et là, aujourd'hui, on va commencer à regarder, comme je disais tout à l'heure, le bilan carbone qu'on appelle intrinsèque, qui est émis, dans le fond, lors de la construction, en lien avec les matériaux qu'on choisit, la façon d'aller les chercher. Est-ce que c'est des matériaux qui sont importés ou qui sont produits localement? Fait qu'on va regarder le bilan carbone intrinsèque lors de la construction, qui est un peu comme la dette de construction. Quand on construit un bâtiment, on investit des dollars puis on amortit dans le temps. On peut faire la même chose avec notre bilan carbone intrinsèque. C'est qu'on émet lors de la construction des GES et après ça, on peut venir les compenser dans le temps pour venir amortir ce bilan carbone-là. Fait que ça, c'est lors de la construction. Et après ça, pendant l'opération, il peut y avoir des actions directes justement avec le chauffage, les types d'énergie. Et même là aussi, un des éléments qui est quand même significatif, des fois, c'est l'utilisation des réfrigérants. Les réfrigérants ont un grand impact au point de vue de GES et des fois, ils peuvent avoir 40%, ils peuvent représenter 40% du bilan de gaz à effet de serre, alors que c'est peu de liquide qu'il y a dans le bâtiment, mais les fuites sont quand même assez significatives dans le bilan de GES. Fait que comment qu'on peut l'améliorer? C'est ça, c'est de regarder soit des technologies, des façons de faire, d'autres sources de réfrigérants, et aussi pour une organisation, comme je disais tout à l'heure, aussi regarder comment les personnes vont venir au bâtiment, comment qu'on peut faciliter l'utilisation aussi de moyens de transport ayant un impact carbone plus faible. Oui, justement, je suis allée visiter un des immeubles de Lemay. Oui, exactement. Donc, si je me trompe pas,
il calculait quasiment 300 employés dans tout l'immeuble et je pense qu'il y avait 10 places de stationnement. Oui, bien, présentement, justement, on est en train de s'aménager nos locaux, puis ça faisait partie de nos critères, notre politique ESG. Au départ, on était plus excentré du centre-ville. Puis là, on a dit, ben nous autres, on veut un endroit où zéro stationnement au niveau corporatif et comment c'est très accessible en transport en commun. Et même là, tu sais, comment qu'on peut avoir accès à une diversité alimentaire aussi, parce que on veut que les employés aussi, en lien avec ça, avec le critère social, aient accès à une diversité alimentaire saine, végétarienne ou autre. Fait que, tu sais, c'est tous des éléments, des fois, qu'on peut intégrer dans notre politique ESG, d'où des fois la localisation de nos bureaux. Je pense qu'on le vit de plus en plus au niveau des employés, au niveau des locataires aussi. Ils recherchent à aller travailler ou à aller exploiter leur entreprise dans un immeuble, justement, qui répond aux critères E, S et G. Ouais. C'est de plus en plus en demande là, sur le marché actuel. Oui, puis tu sais, il y a un enjeu de complexité parce qu'on connaît aujourd'hui, au point de vue des tours à bureau, on va dire c'est un marché qui est difficile présentement, mais il y a un enjeu pour les propriétaires, c'est qu'ils n'ont pas le choix aujourd'hui d'investir dans un développement d'une politique ESG et d'investir en décarbonation parce que sinon, ils vont sortir d'un marché compétitif parce qu'on sait que les grandes corporations vont le demander. Fait qu'aujourd'hui, ils ont un enjeu à dire, ben j'ai un taux d'inoccupation élevé, mais en même temps, il faut que j'investisse. Fait que c'est une période difficile pour eux, mais c'est un incontournable. S'ils investissent pas à un moment donné, ils vont sortir du marché puis les gros locataires seront pas intéressés d'avoir des bureaux dans une entreprise où il n'y a pas de vision de décarbonation. Puis même là, on le voit un petit peu avec la Ville de Montréal aussi, il y a une déclaration obligatoire du bilan de gaz à effet de serre de la consommation énergétique et à terme, on s'attend à ce qu'il y ait un affichage à l'entrée des bâtiments. Fait que, tu sais, même là, les entreprises qui font pas l'effort d'améliorer la performance énergétique et réduire leur bilan de gaz à effet de serre, ben, tu veux pas louer dans un bâtiment où c'est red flag au point de vue émission. Fait que, effectivement, ça va se sentir quand on va rentrer dans l'immeuble avec la belle affiche. C'est ça, c'est pas juste le vitrage du lobby et l'aménagement du lobby, il va y avoir le tag aussi sur la porte. Quelles sont les certifications et les normes courantes utilisées par les constructeurs, les développeurs? On l'a parlé, le LEED. Est-ce que tu peux nous en nommer plusieurs? Puis au niveau du S puis du G, c'est quoi les certifications? Parce qu'on le sait au niveau du F, mais y a-t-il des certifications à aller chercher pour les S et le G? Oui, ben pour répondre, c'est ça. Tu sais, on connaît beaucoup la certification LEED, mais depuis, je dirais peut-être 2 ans, il y a une certification qui s'appelle Carbone Zéro, qui est vraiment en forte accélération dans le marché. Ben, je l'ai vu beaucoup dans les bâtiments logistiques d'entreposage. Fait que cette certification-là, qui vise beaucoup le carbone intrinsèque et le carbone opérationnel, je dirais qu'elle est très en vogue présentement dans le marché. Au point de vue global, ben il y a beaucoup la certification B Corp, comme je disais tout à l'heure, pour les politiques ESG. Pour les gestionnaires de parcs immobiliers, ils pourraient avoir aussi la certification ISO 50001 qui vise beaucoup l'amélioration continue au point de vue de la gestion de l'énergie et qui touche par le fait même le bilan carbone. Fait que tu sais, c'est dépendamment des organisations, je dirais, il n'y a pas une bonne certification, mais par contre, d'intégrer dans les actions, d'avoir des certifications, ben ça met de la crédibilité au point de vue des investisseurs puis au point de vue des propriétaires de l'entreprise. Question pour toi. Quand on parle de carbone zéro, OK? On peut acheter des, je sais pas si c'est des points carbone ou des crédits carbone. Des crédits carbone, exactement. Est-ce que tu peux nous l'expliquer rapidement? Ça consiste à quoi? Ben, c'est une bonne question parce que la certification carbone zéro, il y en a beaucoup qui aiment pas le nom parce que c'est comme, ça sous-entend que tu n'émettras pas de GES pour la construction de ton bâtiment. Malheureusement, ça n'existe pas présentement. Tu sais, les matériaux, les véhicules pour excaver ou autres, ils émettent des GES, fait que c'est un incontournable. Fait effectivement, pour se déclarer, on va dire, carbone zéro, ben à ce moment-là, on va venir compenser par des crédits carbone. Fait qu'un peu comme je disais tout à l'heure, souvent la certification carbone zéro, ben on va calculer notre bilan de gaz à effet de serre pour plusieurs composantes de notre bâtiment lors de la construction. Puis, on va venir le compenser sur une période de 5 ans. Fait qu'on va venir un peu comme un amortissement d'investissement. On va venir compenser sur les 5 premières années et en même temps, on va venir compenser notre bilan de GES au point de vue opérationnel, si on a justement au point de vue réfrigérant, au point de vue énergie fossile ou autre. C'est très bien expliqué. Merci pour la clarification. Quels sont les principaux défis auxquels les développeurs immobiliers, les investisseurs aussi, sont confrontés lorsqu'ils recherchent à construire des immeubles conformes aux critères ESG?
Ben, le plus grand défi, c'est possiblement le changement de paradigme et de réflexe. Tu sais, ça demande de focusser. Tu sais, quand on prend des décisions, historiquement, c'était axé uniquement sur l'argent, la rentabilité du projet. Ben, on va dire que c'est un peu plus simple. Aujourd'hui, il y a plein d'autres facteurs, des fois, qui sont un peu intangibles. Tu sais, OK, si tu veux faire un projet dans un lieu qui va avoir un impact social, puis dans ta politique ESG, il y a un volet social qui est important, ou même là, est-ce que si on lève une tour résidentielle, ben est-ce qu'on intègre du logement abordable? Ben là, ça brise un peu la rentabilité, fait que ça demande des fois, c'est des choix déchirants. Fait que je dirais, tu sais, pour une organisation, c'est des fois même de se monter un peu plus une matrice décisionnelle, parce que des fois, tu peux avoir, tu sais, plusieurs critères qui vont se tirailler entre un et l'autre de la politique ESG, c'est de s'assurer de bien définir comment on prend les décisions. Fait que c'est là que pour une entreprise, c'est difficile, ça doit percoler à travers la culture de l'organisation pour aider à prendre des choix qui sont plus nécessairement tournés juste par la rentabilité, mais par d'autres critères. Question pour toi. Dans le multilogement, on a l'APH Select. Oui. Est-ce que tu penses que le ESG va devenir un peu comme l'APH Select, mais pour le commercial? Tu sais, au niveau du financement et tout ça, ça va devenir un avantage? Assurément, surtout au point de vue, aujourd'hui, toutes les institutions financières, je regarde Desjardins, BNC, BMO, d'autres fonds, ont vraiment une volonté de décarboner leur portefeuille et aujourd'hui, ils ont des taux assez agressifs. Même là, il y a un programme qui a été lancé par une organisation. Nous donner des exemples? Ben, justement, j'étais en discussion vendredi dernier avec la BMO là, à Toronto parce que justement, ils ont lancé un programme qui est supporté par la Banque d'infrastructure du Canada et que les taux sont vraiment très agressifs pour décarboner des parcs immobiliers existants. Fait que puis même là, au point de vue de la durée du prêt, je pense que ça peut s'étirer jusqu'à 30 ans. Fait que tu sais, ça commence à être une opportunité d'affaires qui est vraiment intéressante pour les entreprises. Aujourd'hui, tu sais, il y a des fonds d'investissement qui veulent investir dans des bâtiments, qui veulent se décarboner. Ils offrent des bons taux, puis pour eux aussi, ces fonds d'investissement-là, comme on disait tout à l'heure, ça vient réduire leur impact carbone et contribuer à leur politique ESG. Tu dis des taux significatifs de 30 ans, on le sait, je le vois dans des transactions, quand c'est pas des propriétaires occupants, les taux vont jusqu'à du 8-9 % présentement. Quand tu dis significatif, est-ce que tu peux nous enligner vers le pourcentage du taux d'intérêt? Approximativement, j'ai entendu au moins un 2 % de réduction. OK, c'est quand même significatif. Oui, c'est quand même assez significatif pour des parcs immobiliers existants. Puis, tu sais, l'enjeu aussi qu'il y a là-dedans, c'est souvent, ce que j'aime avec ce programme-là, c'est ils vont demander à un tiers indépendant de valider le plan de décarbonation. Fait que ça vient mettre de la crédibilité puis de la gestion du risque au niveau du financier. Fait que quand le client arrive, ben il a accès à un investissement, un montant qui est garanti parce que, tu sais, pour un financier, c'est facile de dire, bon, ben tu vas faire tels travaux, tu sais, tel prêt, ben tu sais, je vais garantir sur une valeur monétaire du bâtiment ou autre. Fait que c'est un peu plus facile à gérer le risque. Mais là, quand on tombe dans des plans de décarbonation, c'est pas les mêmes réflexes pour des financiers. Fait que là, je trouve que ce programme-là d'avoir un plan de décarbonation qui est proposé à un taux plus agressif et en plus qui est une validation faite par un tiers, ben à ce moment-là, tout le monde peut retrouver un peu sa sécurité, son confort d'investissement et en même temps d'aider les clients à se décarboner leur parc immobilier. Effectivement. Puis à compter de 2024, là, toutes les institutions financières vont avoir le devoir de comptabiliser, dans le fond, toute l'information par rapport aux entreprises qui vont être ESG. Oui. On le sait que ça va avoir un impact. Puis on en discutait justement un petit peu avant l'entrevue, à savoir, eux, ils vont avoir un portefeuille justement pour les immeubles ESG. Ça va faire en sorte qu'ils vont répondre à certains critères pour leur propre entreprise, leur propre institution financière là, pour être ESG eux aussi. Là. Ben, je vais reprendre les mots d'un vice-président de la BNC qui disait, ben nous, on veut plus de bâtiments bruns, on veut des bâtiments verts. Fait que dans le fond, si vous faites pas d'efforts, ben on sera plus intéressé à renouveler le financement. Fait que c'est surprenant d'entendre ça parce que normalement, les entreprises financières, ils veulent des clients ou autres. Puis là, c'est comme de dire, nous, non, tu sais, ça a trop d'impact sur notre bilan corporatif, fait qu'on n'en veut pas. Je comprends bien.
C'est quoi les coûts initiaux associés à la construction d'immeubles ESG comparativement à un autre immeuble là, traditionnel? Bien, dépendamment encore là des objectifs. Tu sais, si on ne cherche pas à avoir de certification puis qu'on cherche juste à avoir un impact carbone, on va dire neutre ou compensé, comme on disait tout à l'heure, là. Ouais, un immeuble, c'est ça, à faible impact environnemental, mais sans certification. Ben, même là, des fois, avec les subventions, on pourrait quasiment arriver avec un coût nul. Mais tu sais, souvent, on va parler de 1-2 %. Par contre, si on tend vers certaines certifications, puis dépendamment du type de la vocation du bâtiment, ça pourrait monter jusqu'à 10 %. J'ai déjà présenté à un financier pour l'atteinte d'une certification un 10 % de surcoût. Puis ça date quasiment de 2 ans. Puis je dois avouer, quand on travaillait les chiffres, j'ai dit jamais ça va passer. Tu sais, des fois, on demande un 100 000, 200 000 de plus pour un peu des mesures d'économie d'énergie, ça ne passe pas. Puis là, on arrive avec un chiffre qui était vraiment substantiel. J'ai dit, on travaille un peu pour rien, puis là, on travaille avec mon client, puis on dit non, on va faire la démarche sérieuse, puis eux vont prendre une décision. Puis on a présenté ça, les chiffres, wow, puis ils nous ont dit, est-ce que vous êtes certain du chiffre que vous avancez? On fait oui. Go! J'ai comme fait, wow, on demande 10 %, puis sans faire d'analyse supplémentaire ou autre, ils ont dit, ben nous, on veut que les bâtiments soient certifiés. Si ce n'est pas certifié, on n'embarque pas. On a comme fait, OK, la game commence à changer. Puis est-ce qu'au travers des années, il y a un retour sur l'investissement? Bien, c'est là aussi qu'on voit le marché, ils changent un peu leur réflexe, leur vision. Fait que, tu sais, typiquement, un promoteur immobilier, ça a une vision, tu sais, de retour sur investissement de 5 ans. Puis 5 ans, des fois, on l'étire beaucoup, là, tu sais, je dirais des fois 1, 2, 3 ans. Fait qu'aujourd'hui, on voit plusieurs investisseurs institutionnels ou autres, même changer leur perspective de détention de leur parc immobilier. Fait qu'au lieu de les garder sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, bien, justement en lien avec les politiques ESG et les démarches de décarbonation, bien, ils veulent retrouver leur investissement. Fait qu'ils sont en train un peu de changer leur paradigme. Fait que oui, effectivement, quand on investit dans un bâtiment durable, il y a un surcoût initial, c'est indéniable, mais par contre, il va y avoir des économies lors de l'opération et même là, au point de vue de la valorisation de la bâtisse, là, à long terme, c'est certain qu'il va y avoir un gain. Mais tu sais, des fois, ben, je vais souvent en Europe, puis on voit des bâtiments qui sont en place depuis 400, 500 ans, puis alors que nous, on pense souvent dans une perspective, tu sais, 20 ans en vision immobilière, ici, c'est énorme. Fait que, tu sais, les bâtiments, le choix des matériaux est une vision très court terme. Fait que, tu sais, je pense de plus en plus quand on va intégrer les coûts du carbone dans la construction, tu sais, même là, on le voit avec l'augmentation de la main-d'œuvre. Il faut penser long terme. On va peut-être avoir de plus en plus une vision long terme dans nos investissements. Effectivement. Quels sont les facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection des matériaux? On l'a dit un petit peu plus tôt, donc au niveau du béton, au niveau de l'éclairage aussi, j'imagine. Oui. Bien, de plus en plus, c'est ça, on va regarder la proximité de fabrication et leur carbone intrinsèque. Fait que, ça va demander beaucoup d'adaptation de travail pour les architectes. Bien, ça va demander aux manufacturiers de s'adapter dans un premier temps, de rendre des matériaux à faible impact carbone disponibles sur le marché. Fait que ça va demander de décarboner leur industrie et peut-être même leur chaîne d'approvisionnement. Fait que tu vois l'effet cascade que ça peut demander. Et c'est ça, au niveau des professionnels, bien, de s'assurer de développer ces compétences-là pour spécifier les bons matériaux pour avoir un impact plus faible. Au point de vue en électromécanique ou autre, bien, assurément, on va chercher des matériaux à faible impact, mais tu sais, souvent, les conduits de ventilation, la tuyauterie, c'est vraiment pas significatif, même le choix des unités de ventilation, mais on va vraiment regarder leur impact au point de vue opérationnel, les fuites de réfrigérants et la consommation d'énergie. Au niveau des immeubles bureaux, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est qu'au niveau de la fenestration, que les fenêtres soient ouvertes, je pense que c'est des critères LEED qui sont exigés aussi là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater de ton côté? Ben, on parle des fois de la ventilation naturelle. Oui, ça peut être des éléments qui peuvent être regardés. Il y a certains enjeux, mais tu sais, un des paramètres aussi, c'est des fois, c'est drôle comment qu'en Amérique du Nord, au point de vue du confort, on a certains paradigmes peut-être à changer de ce côté-là. Je regarde en Europe, souvent les bâtiments sont chauffés à 19 degrés Celsius. Ici, ils sont souvent chauffés à 22, 23.
Et en été, au point de vue de la climatisation, en Europe, c'est 24, 25, 26 degrés. Puis ici, c'est plus 21. Fait que, tu sais, c'est drôle, les bâtiments sont plus froids en été puis sont plus chauds en hiver. On aime ça être confortable au Québec, c'est ça? Ouais, fait que, tu sais, il y a certains, peut-être, paradigmes à changer et certaines sensibilisations à donner aux utilisateurs du bâtiment qui peuvent avoir un impact. Fait que, tu sais, je dirais, tu sais, souvent, au point de vue carbone, on aime bien mettre la responsabilité dans le cours des autres, mais même pour un utilisateur, tout le monde va avoir un impact. Fait que, tu sais, c'est justement de dire, bon, ben l'hiver, est-ce que je suis prêt à m'amener un petit chandail un peu plus chaud et l'été, tu sais, même s'il fait un petit peu chaud, c'est pas si pire que ça. On s'habitue rapidement. Hein? Ouais. Comment les concepteurs et les architectes intègrent les principes ESG dans la planification et la conception des immeubles? On a parlé un petit peu, là, tu viens de le dire, la climatisation et tout ça. Oui. Bien, sans nommer le promoteur, parce que c'est un projet confidentiel aujourd'hui, mais on a un projet où il va y avoir 10 tours multirésidentielles qui vont être construites dans les prochaines années. Fait qu'en amont, on a regardé avec les développeurs de comment on pourrait réduire l'impact environnemental de ce bâtiment-là. Fait qu'autant un peu l'aménagement du site, mais là, on regarde pour faire une boucle énergétique pour raccorder tous les bâtiments pour qu'ils soient capables de partager l'énergie. Fait que ce que ça permet, c'est de regarder des solutions des fois qui ne seraient pas rentables bâtiment par bâtiment. Étant donné qu'on le mutualise, bien là, c'est rendu rentable. Fait que d'avoir un impact carbone plus faible. Puis un des éléments aussi qu'on a vu avec les changements climatiques, l'adaptation, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de l'aspect résilience. Fait que, on a connu une panne d'électricité. On dirait qu'à chaque printemps de ce temps-ci, on a une panne d'électricité majeure au Québec. Fait que là, on se rend compte que les bâtiments, bien là, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de gain énergétique, puis là, il y a des enjeux de baisse de température. Fait que comment on est capable aussi d'avoir un réseau qui est résilient? Fait que les boucles énergétiques, bien là, on est capable souvent de chauffer les bâtiments, même s'il y a une panne énergétique. Puis, dans ce contexte-là, on regarde même comment on est capable d'aller chercher de la chaleur dans les égouts, comment on est capable de faire différents concepts de géothermie, d'aérothermie. Mais étant donné que c'est mutualisé dans un réseau de chaleur, bien, on est capable de faire ressortir un investissement, un investissement qui est rentable et qui est durable aussi en lien avec les politiques ESG. Question pour toi. On a parlé beaucoup des critères ESG, dans le fond, au niveau du Québec, du Canada. Est-ce que c'est les mêmes critères qui sont exigés si on parle aux États-Unis, si on parle en Europe, dans les autres pays? Est-ce que c'est les mêmes normes, les mêmes certifications? Assurément. Bien, la première fois qu'on s'en est parlé, justement, c'est suite à un événement que vous avez participé en France. Puis le choc, le constat était comme, on entendait juste parler de politique ESG, de ESG des organisations, alors qu'ici, c'est encore un peu plus timide. Fait qu'au niveau de l'Europe, c'est beaucoup plus agressif, c'est au cœur des thématiques. Même là, au point de vue des plans de décarbonation, au point de vue zone euro, c'est assez agressif. Maintenant, des produits qui vont rentrer dans la zone euro risquent d'avoir une taxe carbone de 100 € la tonne. Fait que des exportateurs de produits, ça risque de changer un peu leur réflexe. Il y a des cibles d'efficacité énergétique. Fait que c'est beaucoup plus mature européen. Ça reste que c'est de l'amélioration continue. Il y a rien qui est parfait, mais c'est un peu plus mature. Aux États-Unis, je connais un petit peu moins le contexte, mais normalement, il y a un décalage. Là. Il y a encore beaucoup de zones où les changements climatiques sont encore un peu moins maîtrisés. Mais assurément, pour des entreprises mondiales, surtout qui ont des sièges sociaux en Europe, bien, on va voir beaucoup plus de pression ici, fait que, qui va se transposer justement dans le choix des locaux, dans les directives qu'ils vont donner. Là. Mais oui, il y a une plus grande maturité dans certaines zones. Mais ici, on a l'avantage en Amérique du Nord d'être un peu plus agile. Quand il y a des changements, on est un petit peu plus agile. Fait que moi, je suis assez confiant que l'industrie va s'adapter assez rapidement. Mais je pense que ça va passer, c'est un changement de culture, mais je sens quand même une grande ouverture. Puis les intervenants du marché sont quand même assez ouverts. Ils disent, on est rendu là, il y a des enjeux planétaires, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sociaux aussi. Fait qu'on veut embarquer puis on veut être une entreprise qui est responsable. Fait que je sens vraiment une très grande volonté. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais par rapport aux critères ESG? Bien, c'est de prendre une étape à la fois. On n'atteint jamais la perfection. C'est comme n'importe quel entraînement sportif ou autre. Bien, si on veut courir un marathon, il faut commencer par faire 1, 2, 3 kilomètres. Fait que c'est la même chose au point de vue des politiques ESG. C'est de faire une réflexion, mais de faire une bonne réflexion au point de vue organisationnel. C'est pas de griffonner une politique ESG un vendredi soir,
Nous, on n'est pas une immense organisation, j'ai à peu près une cinquantaine d'employés, puis on s'est donné 6 à 8 mois pour le définir. Fait que j'ai quasiment un employé qui travaille temps plein sur notre politique ESG pour avoir ces réflexions-là, puis que ça soit sur des bases solides. Fait que c'est ça, c'est vraiment de prendre une étape à la fois. Puis souvent, dans les premières étapes, c'est juste de faire un bilan de c'est quoi notre impact environnemental, c'est quoi notre impact social et vers où notre organisation, quel rayonnement qu'on veut avoir. Et entre actionnaires, je vous dirais que ça donne des bonnes discussions. Puis des fois, ça brasse, des fois, il y a des éléments qu'on gratte, qu'on ne veut pas trop gratter, mais en même temps, ça donne une vision long terme pour l'organisation. Puis je pense que ça va être bénéfique là, pour chacune des entreprises. Donc, le ESG, c'est l'avenir, c'est l'investissement de demain. Oui. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis n'hésitez pas d'aller regarder d'autres vidéos sur pmml.tv. Mélissa Jacob, PMML.